Bonsoir et bienvenue dans le 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui le président de la Banque ouest-africaine de développement, Christian Adevoland. Les discussions ont porté sur les projets d'investissement entamés par cette institution en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara a effectué une visite à Adzopé, précisément dans un champ école qui œuvre également pour l'autonomisation des femmes. Nous vous donnerons les temps forts de cette visite dans quelques instants. Le président de la République démocratique du Congo s'engage de nouveau à respecter la Constitution. Joseph Kabila a prononcé ce jeudi au Parlement un discours très attendu par la classe politique de son pays. Merci d'être avec nous pour cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé ce jeudi une audience à Christian Adevoland, le président de la Banque ouest-africaine de développement. Au menu des échanges, la poursuite des grands projets d'investissement entamés en Côte d'Ivoire. La BOAD compte un peu plus de 985 milliards de francs CFA d'investissement dans le pays. Alexis Ouedraogo. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, est une institution commune chargée du financement, du développement et de l'intégration économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ce jeudi, son président Christian Adevoland est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA. L'institution a injecté à ce jour un peu plus de 985 milliards de francs CFA d'investissement dans le pays. En 2017, nous avons financé 8 opérations en Côte d'Ivoire pour à peu près 74 milliards de francs CFA. Et déjà à mi-parcours, donc cette année en 2018, nous sommes déjà à un niveau d'intervention de 65 milliards de francs CFA. Donc c'est ce qui montre que la coopération se porte très très bien. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 20 projets en cours d'instruction dans différents domaines et qui vont passer à nos différents conseils d'administration les jours à venir. La banque dispose de 3 guichets de financement, un guichet concessionnel qui finance des projets publics de développement, un guichet marchand qui finance des projets d'investissement à finalité commerciale portés par des États et des entreprises publiques et privées et un fonds de développement énergie destiné au financement des projets d'énergie. En ce qui concerne la mobilisation de ressources, la banque a pu mobiliser 630 milliards de francs CFA en 2017, notamment avec une opération de rebond sur le marché international de 480 milliards, une autre opération de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale et pour le financement des logements sociaux. Globalement, on peut dire que la situation financière est satisfaisante et que la banque se porte très très bien. Et cette année, la banque célèbre ses 45 ans. Au programme, un forum qui réunira gouvernement et start-up autour du thème « Énergie solaire dans la zone de l'UEMOA ». L'occasion de réfléchir ensemble sur les solutions de développement de cette énergie. Rendons-nous à Adzopé. La première dame Dominique Ouattara a visité une plantation de cacao dans cette localité. Il s'agit d'un champ-école qui œuvre pour la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes à travers des coopératives. Jérôme Kofi Aboulé. Adzopé. Quand la première dame Dominique Ouattara ce jeudi y arrive, c'est un triomphe, comme chaque fois qu'elle se rend dans la capitale de la région de Lamé. Et comme toujours, l'accueil qui lui est réservé n'en est pas moins festif. La première dame Dominique Ouattara, ce 19 septembre 2018 à Adzopé, pour une visite tout à fait particulière, celle qui l'a conduit dans une plantation de cacao. C'est précisément un champ-école dont le cadre institutionnel est la lutte contre le travail des enfants dans des plantations. Ce champ-école avec pour vocation la professionnalisation de l'agriculture sur la base du regroupement des femmes en coopérative pour leur autonomisation, comme par exemple la coopérative agricole de Yakassé à Tobro, en abrégé Kayat, initiatrice de cette visite de la première dame à Adzopé. Dans ce champ-école, l'épouse du chef de l'État, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, découvre la technique de cabossage, fermentation et séchage dans une ambiance de gaieté avant de mettre le cap sur le siège de Kayat
qui abrite la radio dénommée La Voix du producteur agricole. Pour Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, cette visite de la première dame à Adzopé, comme celle déjà effectuée dans cette région, est une fois de plus remplie de symboles. Votre présence attire naturellement tous les regards, mais également toute la presse et les grandes personnalités. Et ces chocolatiers qui sont là ont le sentiment que c'est quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Et si jamais ils envisageaient eux-mêmes de faire quelque chose, ils feront certainement beaucoup plus. Donc merci pour tout cela, d'avoir pris le temps sur vous de venir. Et ces populations, par ma voix, vous disent que vous êtes leur fierté. Elles vous disent merci. Réagissant, la première dame indique que le plaisir reste le même chaque fois qu'elle se retrouve à Adzopé ou dans la région. Je suis très heureuse lorsque je suis dans la région de Lamé et particulièrement à Adzopé, chez notre ami le ministre Patrick Hachi. Je suis à chaque fois très heureuse parce que j'ai un accueil formidable, un accueil très chaleureux. Et cette fois-ci, nous sommes venus visiter un champ-école qui m'a beaucoup impressionnée. Je trouve que les femmes, notamment, se battent beaucoup pour que cette coopérative soit très qualitative et vraiment, elle lutte contre le travail des enfants et ça, c'est formidable. Comme d'habitude, la première dame fait des dons. À l'occasion de cette visite, il s'agit notamment des motobagages, des chaises, des arrosoirs, des bassines, des paires de bottes, des machettes, bref, des dons en nature et des dons en espèces. Le tout d'une valeur de 31 500 000 francs CFA. Avant sa visite à Adzopé, la première dame Dominique Ouattara avait pris part à la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants. La rencontre a refermé ses portes hier. Il était question pour les participants d'identifier les voies et moyens en vue d'éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. En Côte d'Ivoire, tout comme au Ghana, les deux plus gros producteurs de cacao au monde, la lutte contre le travail des enfants avance. Constat du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, à l'issue de sa 8e réunion annuelle. Retenons dans notre pays, au titre des progrès, l'arrestation de 93 trafiquants, avec l'application de la loi interdisant le travail des enfants. La construction de 3 centres d'accueil pour la prise en charge des enfants victimes d'exploitation. Au Ghana, la sensibilisation s'est accrue, avec des projets visant à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao. Des avancées de part et d'autre, mais les participants préconisent plus d'actions pour éradiquer le travail des enfants. Vulgariser et étendre les bonnes pratiques à l'échelle nationale. Harmoniser les systèmes de collecte pour une meilleure connaissance du phénomène. Renforcer la coordination dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Renforcer la coopération entre les pays producteurs en vue de définir une politique commune de commercialisation. Intensifier les actions d'autonomisation des femmes et des communautés productrices de cacao. Enfin, accélérer la transformation du cacao dans les pays producteurs. Selon la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, les conclusions de cette 8e réunion annuelle de haut niveau auront un impact certain sur la lutte contre le travail des enfants. Je voudrais réaffirmer mon engagement et mon entière détermination à protéger la vie de nos enfants avec l'appui de toutes les parties prenantes. Si nous voulons atteindre notre objectif et garantir la durabilité de notre action, il nous faut redoubler d'efforts. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée pour que le travail et l'exploitation des enfants ne soient plus d'actualité dans notre pays. Je reste convaincue que la synergie de nos efforts demeure le moyen le plus efficace d'éradiquer l'exploitation et le travail des enfants de la chaîne de production de cacao. Après les réflexions, place au terrain. Ce jeudi, la première dame de Côte d'Ivoire et des membres du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants visitent une plantation de cacao dans la ville d'Adzopé, ce afin de mieux s'enquérir des réalités des communautés productrices.
Le nouveau ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République a une séance de travail à l'Assemblée nationale. Gilbert Kone-Kafana s'est entretenu avec les vice-présidents de l'institution et quelques membres du personnel. Les discussions ont porté sur leur future collaboration. Les deux parties se sont engagées à œuvrer ensemble pour la réussite de la mission confiée au ministre Kone-Kafana. Parlons défense. L'EMPT, École militaire préparatoire technique de Bingerville, a servi de cadre à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves et au baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe. Ces deux événements étaient présidés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanougou. S'instruire pour mieux servir. Devise de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville qui célèbre ses meilleurs enfants de troupe pour l'année scolaire 2017 et 2018 en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie qui marque la fin de l'année scolaire. Mais dans l'attente des résultats du baccalauréat, l'EMPT se distingue par des résultats satisfaisants. L'EMPT, avec un taux de réussite de 98,29% au BEPC 2018, continue de se hisser dans le peloton de tête de l'enseignement secondaire et technique en Côte d'Ivoire. Ainsi, de la 6e à la terminale, les élèves les plus méritants ont reçu des prix et des ordinateurs portables. Ont été distingués de manière spéciale les enfants de troupe Amoa Congras Emmanuel en classe de 3e, Niang Serigne en classe de terminale et Kra Ndri Anjo Victoria en classe de 5e et qui a obtenu une moyenne de 18,82, soit la plus forte moyenne depuis la création de l'EMPT de Bingerville. Je suis vraiment fière et honorée de représenter l'école à ce titre. Et je vais faire de mon mieux pour que l'année prochaine, j'en reçoive encore plus. J'ai reçu un prix d'excellence et puis plusieurs prix spéciaux, parmi lesquels figure le prix du meilleur élève en allemand de la 3e, le prix du meilleur élève du premier cycle en anglais, le prix du meilleur résultat au BPC. Les élèves de l'MPT, déjà, ils sont forts à l'arrivée. Donc, il suffit seulement de mettre de la volonté et ça ira. J'ai eu le prix du meilleur élève ivoirien à l'étranger. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé au Gabon et je promets de toujours bien travailler. Autre temps fort, le baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe, forte de 92 élèves, avec comme parrain le général à la retraite Soumaïla Diabagati. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a félicité l'encadrement militaire, enseignants et élèves pour les excellents résultats de l'école. L'MPT est une école de référence, c'est une école d'excellence et je veux que cette école demeure une école qui fasse la fierté de la Côte d'Ivoire et la fierté de l'institution militaire. Nous allons donner des moyens pour que cette école soit réhabilitée et qu'elle ait fière allure dès l'année prochaine. Le ministre d'État a par la suite offert à chacun des 3 lauréats un voyage d'études à l'étranger et un ordinateur portable. 22 personnels civils et militaires de l'EMPT ont été distingués. Abidjan abrite la réunion de la Commission technique administrative et finances de l'Union du fleuve Mano, une organisation qui regroupe le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au cœur de cette rencontre, l'examen des questions administratives et financières, ainsi que la préparation du prochain Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano. Moussa Konati. L'Union du fleuve Mano regroupe 4 États d'Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone, le Libéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire unissent leurs forces pour une meilleure coopération. À cette rencontre de la Commission technique, administration et finances, il s'agit pour les membres du secrétariat de l'Union du fleuve Mano d'examiner les questions administratives et financières et le projet du budget 2018 de l'organisation. Nous sommes là pour éclore un budget qui pourrait vraiment permettre à cette institution d'aller de l'avant et nous avons la conviction que cette session permettra de porter plus de dynamisme à notre institution. Cette réunion statutaire se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Elle prépare la prochaine session des ministres de l'Union du fleuve Mano, l'institution qui se projette comme un facteur d'intégration. Aucune organisation sous-régionale n'a de trop, si tant est qu'elle permet de régler d'abord les questions de paix et de sécurité. Cet ensemble que vous croyez si petit a déjà œuvré
par rapport à beaucoup d'interconnexions de programmes d'électricité aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. C'est là des actes très concrets qui montrent que cette organisation est utile pour le développement de nos communautés. La réunion de la Commission technique, administration et finances de l'Union du fleuve Manou devra aboutir, entre autres, à l'adoption du projet du budget de l'année et l'évaluation de l'état d'avancement du projet de construction du nouveau siège de l'organisation. On s'intéresse à l'étude sur les potentialités des collectivités territoriales, une étude en vue de constituer une base de données des contribuables afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de mobiliser des recettes. Elle a été lancée aujourd'hui par la Direction générale de la décentralisation et du développement ainsi que la Société ivoirienne d'assistance aux collectivités. Jean-Luc Bangou. Le niveau de recouvrement des recettes propres des communes ivoiriennes est estimé à fin 2017 à 47,18% par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, largement en deçà de leur potentialité de mobilisation de recettes. Le programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales se présente comme un outil de gestion de l'assiette fiscale et de mobilisation optimale des recettes des dites collectivités. Il faut accompagner les collectivités territoriales à déterminer leur potentiel fiscal. L'objectif à terme, c'est de faire en sorte que les collectivités disposent des ressources suffisantes, des ressources propres suffisantes pour assurer la mise en œuvre de leurs projets. La phase pilote du programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales sera menée dans 10 communes sur une période de 6 mois, période au terme de laquelle sera constituée une base de données des contribuables de ces localités. Nous allons commencer d'abord par une sensibilisation au service fiscal. Nous allons visiter les localités, dire à ces contribuables, en fonction de leur nature d'activité, qu'il y a une mission bien particulière qui se fera dans les localités. Ce projet devrait aider les collectivités à s'affranchir des subventions de l'État et retrouver leur autonomie financière. Nos besoins aujourd'hui en collectivité territoriale sont énormes. Les ressources sont infimes parce qu'actuellement nous dépendons à 98% de l'État par les subventions. Et avec les subventions, on ne peut pas réaliser grand-chose. Il nous appartient, en tant que collectivité, de rechercher les moyens additionnels afin de pouvoir aider nos populations dans le cadre de leur bien-être. Ce projet fait partie d'un ensemble d'activités qui visent à faciliter la transposition des normes communautaires de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, notamment en vue d'améliorer la mobilisation des recettes des collectivités territoriales. Direction Lagnébi-Tiassa, où la crue du fleuve Agbo a contraint 152 familles à quitter leur domicile. Ces familles ont reçu la visite du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Maria Toukone leur a remis 22 millions de francs CFA avant de leur faire des dons en vivres et non-vivres. Franck Quadio. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à Agboville, au quartier artisanal, depuis 15 jours inondé par la montée des eaux du fleuve Agbo, sorti de son lit suite aux récentes pluies. Certains endroits, on peut sentir la baisse du niveau de l'eau, mais le constat demeure. Plusieurs habitations sont encore immergées. Cette femme est restée toute la période sur les lieux avec sa famille. Bon, vous déplacer, c'est quand tu as quelqu'un comme ça, c'est ça tu peux te déplacer. Si tu n'as personne là, tu es obligé de rester sur place là. Certains ont cependant pu trouver refuge ailleurs. 40 familles sont dans ce cas de figure et 112 sont en revanche restées sur place pour un total de 152 familles sinistrées. Maria Toukone est allée traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 quartiers touchés par la montée des eaux à Agboville. Et donc leur dire que l'État est à leur côté, nous les soutenons, mais nous pensons plus à leur vie, à leur sécurité, et donc nous les exhortons à quitter les lieux comme l'ont fait les 40 familles qui sont parties déjà. Des vivres, entre autres des pâtes alimentaires, de l'huile, des conserves et du sucre, et des non-vivres, matelas et différents ustensiles, le tout d'une valeur de 20 millions de francs CFA auxquels s'ajoutent 2 millions de francs CFA pour les familles ayant évacué les lieux, un total de 22 millions de francs CFA et des bénéficiaires satisfaits. Depuis que je suis artisanal, ça fait au moins quelque chose de 15 ans aujourd'hui, mais c'est une première fois que je viens de recevoir cette chose. Mais au-delà de la satisfaction, un message apporté par le gouvernement, c'est l'exhortation à quitter les habitations non autorisées et à proximité du fleuve, et aussi une doléance des populations
engager des travaux durables pour le réaménagement du plan d'eau fluvial traversant la ville. Rappelons que cette montée des eaux n'est pas un fait inédit. Ici, on parle encore des années 89, 95 et 2008, d'où l'urgence selon les autorités d'engager des initiatives vigoureuses. Abordons des questions de santé avec la lutte contre le paludisme, notamment le début de la campagne de sensibilisation du programme national de lutte contre le paludisme. Pendant 5 jours, le PNLP va sillonner des villes de l'Est de la Côte d'Ivoire. Première étape, la ville d'Anibilekro dans l'Indénieux du Ablin. Nous restons avec Franck Diou. Pour sa grande campagne de sensibilisation 2018, c'est à 270 km d'Abidjan que le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a déposé ses valises. Ici à Niamey-le-Cros, il a réuni autorités politiques, coutumières, leaders communautaires et populations pour passer le message du ministère de la Santé, s'unir pour vaincre ensemble le paludisme. Nous sommes en saison des pluies. Nous avons une multiplication des nids de reproduction des moustiques. Donc, la raison pour laquelle nous sommes venus avec le camion Podium dans le but de pouvoir impliquer toutes les autorités et toute la population d'Anibilekro à la prévention et à la lutte contre ce fléau. Nous avons commencé par leur dire comment on attrape le palu, quel est l'agent pathogène, quels sont les signes, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a le palu et qu'est-ce que l'État a déjà fait. Et qu'est-ce que l'État attend que la population fasse? Instruction de spécialistes traduites en langue vernaculaire, distribution de gadgets portant des messages à clé, concours de danse, autant d'actions qui ont meublé cette campagne de sensibilisation contre le paludisme et qui visiblement ont permis aux populations de comprendre le message. On ne savait pas comment il faut utiliser les moustiquaires européens. Vraiment, on a retenu beaucoup de choses, problème de saleté à la maison, le piney, l'eau sale. On a pris tout ça là aujourd'hui. Vraiment, ça nous fait plaisir au cœur. Avant, je n'étais pas aussi rassurant. On disait que c'était le moustique. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, j'ai plus compris que c'est la femelle du moustique qui transmet le paludisme. Après le lancement dans la cité du roi Agnini-Bili, la caravane du programme national de lutte contre le paludisme va s'ébranler vers Tanda et Nation avant de s'achever le samedi 21 juillet prochain dans la ville de Bondoukou. Dans un autre registre, des journalistes et hommes de médias africains ont été formés lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique en Afrique et du 4e forum sur la coopération des médias chinois et africains. Ces 2 rencontres se sont tenues à Pékin, en Chine. Thème principal, généraliser la télévision numérique pour jouir d'une vie agréable. Alvorassa. La TNT, c'est une route. Nous avons donc un canal qui nous permet de porter une multitude de chaînes. Et pour qu'il y ait TNT, il faut qu'il y ait des contenus différents. Parce que rien ne sert d'avoir 20 chaînes qui font la même chose. Il est plus important d'avoir 5 chaînes qui font des choses différentes. La télévision numérique terrestre TNT en Afrique et son évolution étaient à l'ordre du jour dans tous ses détails lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Chine. Pour Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, le passage à la télévision numérique terrestre nécessite bel et bien une formation. Il félicite la Chine pour cette opération et encourage les journalistes à s'impliquer dans la formation pour en faire un acquis et être compétents. La TNT, c'est un processus qui est irréversible. Certains ont certainement pris de l'avance, d'autres vont un peu plus lentement, mais tous, il faut qu'ensemble, en 2020, nous soyons tous au rendez-vous. Les autorités africaines ont souhaité lors des conférences et forums une coopération sud-sud au niveau des médias et avec la Chine qui soutient le continent africain. Et cela au profit des peuples pour une vie agréable tant en Chine qu'en Afrique. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous puissions regarder, apprendre d'eux, bénéficier de l'accompagnement, mais surtout garder un aspect important, c'est que la TNT, c'est avant tout une question de contenu. Les autorités chinoises, elles, souhaitent un nouveau mode de société adapté aux réalités du continent africain. Passer de l'analogie au numérique au niveau des médias n'est pas aisé, mais les Chinois disent être là, aux côtés du continent africain, pour l'aider à prendre en marche le train du numérique qui va vite et même très vite. Pour maintenir le cap dans les relations sino-africaines, avec un accent mis sur les TNT, un sommet des chefs d'État est prévu en septembre prochain entre la Chine et les pays africains, à Pékin.
Ce sont les vacances et c'est parti pour la 29e édition de Wozo Vacances, une émission pour divertir les tout-petits. Les manches éliminatoires débutent demain à 14 h au Palais de la Culture à Trècheville. Cette année, l'innovation majeure est la danse masquée. David Soyo, Isaïou. Conte, danse traditionnelle, carte postale et playback. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. La 29e édition de Wozo Vacances démarre dès ce vendredi 20 juillet. Cette émission, consacrée aux enfants de 5 à 15 ans, a pour objectif d'égayer les tout-petits pendant les vacances scolaires. Cette année, une innovation majeure, la danse masquée. La plus grande innovation de l'équipe de production, c'est justement d'avoir les danses masquées de la Côte d'Ivoire. Tous les parents n'ont pas la possibilité de faire partir leurs enfants au village pour les vacances. On va donc venir découvrir ce qu'on trouve au village, à Wozo Vacances. On va faire connaissance avec par exemple la danse Fatoué, la danse Boloy. On va présenter ces danses masquées-là aux enfants pour leur permettre de s'approprier leur tradition. Pour ce rendez-vous culturel où le ludique et l'éducatif font bon ménage, l'équipe de production de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a pris des dispositions pour accueillir le plus grand nombre d'enfants. Elle a également élaboré des produits pour le bonheur des tout-petits. J'ai de charmants enfants qui sont avec nous. Alors, vous avez vu, elle a ce joli t-shirt avec le logo Wozo Vacances 2018. C'est en couleur corail. Mon garçon Lioric, lui, c'est le t-shirt blanc. Il y a la couleur jaune et la couleur bleu, orange. Tout le monde peut venir faire la fête à Wozo. Il faut donc avoir ces t-shirts que la direction commerciale et marketing de la RTI met à disposition à 2500 francs. Et pour les manches éliminatoires, les tickets seront à 2000 francs CFA. Pour la première manche des éliminatoires, sont attendus au Palais de la Culture de Trècheville la nouvelle vision des Saïwa, Alandira de Boto, la paix du Cavalier, génération émergente de Koro et la nouvelle vision d'Abobo. C'est Wozo. Le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque aura lieu le jeudi 26 juillet prochain. C'est l'occasion pour le commissariat du Hadj de multiplier ateliers et séminaires de formation en vue de donner aux responsables des différentes commissions chargées de l'encadrement des pèlerins les consignes et leurs feuilles de route afin de leur permettre de réussir leur mission. Ainsi, un atelier a été initié samedi dernier à la grande mosquée de la Riviera Golf et au siège du commissariat du Hadj à Cocody, par Gassorokoni. Encadrer avec responsabilité les pèlerins ivoiriens, mais aussi les aider à réussir leur Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Soutenir et assister les plus vulnérables à accomplir leurs différents rites avec quiétude et sérénité. C'est la mission assignée aux différentes commissions d'encadrement des pèlerins. En vue de leur permettre de réussir leurs différentes tâches, les responsables du commissariat du Hadj ont initié un séminaire de formation à la grande mosquée de la Riviera Golf et au siège du commissariat du Hadj. L'encadreur religieux, c'est lui qui est le guide. Et c'est à lui qu'on confie 43 pèlerins. Vous ne trouverez aucune de nos commissions où on confie des pèlerins à l'encadreur. Mais les autres viennent en amont, que ce soit la commission médicale, la commission transport, chacun a un travail donné. Mais le religieux, c'est lui qui est de permanence avec le pèlerin. Donc c'est pourquoi nous insistons sur sa formation. Ils ont des bagages, mais nous devons leur donner une feuille de route pour leur permettre d'accomplir à mieux leur mission. Pour les encadreurs et chefs de groupe, ce séminaire qui vient à point nommé leur permettra d'être mieux outillés pour réussir la mission à eux confiée. Plusieurs autres séminaires de formation des encadreurs, mais aussi de nombreuses séances d'information et de sensibilisation des candidats au pèlerinage relativement à l'édition 2018 du Hadj seront organisés par le commissariat du Hadj avant le premier départ prévu pour le jeudi 26 juillet prochain. Sous d'autres cieux, le président congolais Joseph Kabila s'est engagé de nouveau ce jeudi à respecter la constitution de la République démocratique du Congo sans dire un mot sur son avenir politique. Selon le président Kabila, la date des élections fixée pour le 23 décembre 2018 est maintenue. Le discours du président de la République démocratique du Congo était très attendu, aussi bien par la classe politique congolaise que par les partenaires du pays.
Près de 40 migrants ont été pris en charge par un navire tunisien qui patiente depuis lundi soir au large des Zarzis. Perdus en mer à bord de leur embarcation pneumatique depuis 5 jours, ces migrants, parmi lesquels 8 femmes, sont originaires d'Afrique subsaharienne et d'Égypte. Ils ont été repérés par un navire envoyé par les gardes-côtes maltais. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.